Bonjour, ce matin je rencontre Éric Desgagnés qui, en fin de compte, est dans les traces de son oncle Horace Penneau. Pourrais-tu nous parler un peu de lui et de son imaginaire? Il paraît qu'il a fait beaucoup de choses à l'île. Horace, quand on le présente, c'est dur à présenter parce qu'on le présente habituellement comme un phénomène. C'est pas un homme ordinaire, c'est un homme qui a créé beaucoup de choses, qui a été aimé par certains et détesté par d'autres. C'était pas un gars qui faisait l'unanimité, mais c'était quelqu'un qui a quand même créé quelque chose d'extraordinaire dans son coin de l'île. Okay. Horace était un artiste dans l'âme et c'était pas un être ordinaire. C'était un gars qui passait ses étés sur l'île, mais qui passait ses hivers dans la grande région de Montréal. Donc, il y avait beaucoup d'amis dans le monde artistique. Puis, au fil des années, il a réussi à créer sur l'île un dynamisme avec justement ces gens-là qui venaient animer son restaurant-bar. OK. Qu'on voit là, en fin de compte, le restaurant-bar avec une tourelle. Oui. On va parler un peu de la tourelle. Et ici, on voit un trône. Oui, Horace était très imaginatif. Donc là, vous avez un trône qui est vraiment en lien avec le fleuve derrière lui. Horace a fait devant son restaurant une espèce de quai qui représente en bout de ligne le devant d'un bateau. Là, on est comme si on était sur le devant du Titanic, si on peut dire, ou peu importe le bateau qu'on se figure. Donc, Horace a fait un avancé dans le fleuve comme ça. C'est ce qui fait que notre lieu, le lieu qu'il a créé est assez unique. Parce qu'on est une des rares terrasses dans le Saint-Laurent, dans le Charlevoix. Puis le bâtiment, lui, au départ, c'était un restaurant. Tranquillement, pas vite, ça a été transformé. Premièrement, il en a bâti un, il a passé au feu, il l'a rebâti. Il a quand même eu beaucoup de courage dans sa vie, Horace, là, vous allez voir au fil du temps. Donc, il y a le restaurant qui est là. Nous, c'est sûr qu'on l'aurait retravaillé quand on a repris possession. Mais il y avait la partie restauration, mais il y avait un parti bar, plus piano-bar. Horace, comme je vous disais, il y avait des amis d'un peu partout. Donc, il y avait de l'animation tout l'été ici. Puis la tour, elle, quand c'est des enfants, on leur dit que c'est Jacques Cartier qui l'a faite quand il est venu, qui a mis ses prisonniers là-dedans. Mais là, comme on parle la majorité des grandes personnes, Horace, on ne comptera pas trop de menteries. Puis Horace, c'est resté dans la famille, ça se trouvait être ton oncle, oui, ça, en fin de compte. Moi, je suis un Desgagnés, mais je suis un Penneau du côté de ma mère. Horace, c'était le plus vieux des garçons. Puis ma mère et une de ses sœurs, là, quand même, dans la première moitié. Là. Et mon grand-père et ma grand-mère ont eu quand même une quinzaine d'enfants. Là, dans ce temps-là, c'était à la mode. Aujourd'hui, c'est plus rare un peu. Mais Horace, c'était comme le premier, mais c'est ça, plus attiré par les arts, comme entre autres d'autres de la famille qui ont fait des carrières dans ça. Puis, la tour en tant que telle est venue au monde, elle, plusieurs années plus tard. Elle est venue au monde fin des années 70, entre, je vous dirais, 77, 78. Cette tour-là avait un but, c'était de créer un endroit pour les jeunes. Pour jouer dans leur imaginaire, en fin de compte. Oui, mais pour que les jeunes aussi aient leur place à eux sur l'île. L'île aux Coudes a été très, très dynamique à un certain moment donné. On connaît les grandes auberges, Cap-aux-Pierres, Roche-Pleureuse, Coudrière, qui attiraient des gens beaucoup pour le folklore. Mais Horace, lui, n'était pas dans le folklore. Là. Il y avait des chansonniers qui chantaient du québécois et tout ça, mais je veux dire, il était vraiment en plus, pour les jeunes, c'était vraiment une discothèque. Là. On s'entend, la tour qui est là, c'était une discothèque au début de sa carrière, au début de la carrière de la tour. Ça doit avoir soigné là-dedans? Ça a soigné là-dedans. Il y a eu du monde, il a passé plusieurs générations. Moi, je dis souvent qu'à l'île, tout le monde a passé par chez Horace, là, donc on avait tous, à un moment donné, une partie de notre vie qui s'est passée ici. Puis quand on a réouvert le restaurant, entre autres, après plusieurs années de fermeture et les dernières années où c'était un peu moins achalandé, les gens arrivaient, puis là, on a gardé comme de raison un portrait d'Horace qu'un de ses amis avait fait de lui quand il avait à peu près 40-45 ans, là, puis on l'affiche dans le restaurant, puis il y a des gars de 55-60 ans là, qui ont presque braillé en voyant l'image. De leur ami. De leur ami, leur confident. Horace, c'était un gars qui était, comme je disais tantôt, il n'était pas aimé de tout le monde, mais il prenait le temps. Ça faisait partie, c'est comme un personnage. Un personnage, c'est pas parfait, mais personne n'est indifférent.
Exactement. Personne, on pouvait pas être indifférent à Horace. C'est tout. Comme les gens passaient, entre autres, tout à l'heure, on va voir une autre œuvre de lui, sa maison croche. Mais je veux dire, faire une tour à côté d'un restaurant, près d'un fleuve, pour lui, c'était logique parce que c'était comme un phare, c'est un lieu, c'est une continuité. Et pour les gens de l'île, voyons, c'est quoi qu'il fait là? T'sais, on faisait ça dans les années 30, des phares, là, pour diriger les bateaux. Mais lui, dans sa tête, c'était la discothèque qui était à l'intérieur, là. OK. Ouais. Donc, il développait pour les autres, pour animer l'île. Oui, Horace a toujours animé l'île. Il y a eu, à un moment donné, on a retrouvé dans ses archives, il faisait des cartes de l'île avec des attraits touristiques. C'était un vulgarisateur aussi de l'histoire. C'était un gars qui n'avait pas peur de déranger. Donc, il faisait les choses, puis après ça, il ramassait le trouble qui venait avec des voix. OK. Ouais. Donc, le restaurant, tu me disais qu'il existait avant Horace. Il y avait un restaurant là avant? Oui, il y avait un restaurant. Horace a toujours... il a commencé avec un restaurant. Après ça, le bar est apparu. Donc, il a acheté un restaurant qui existait? Non, il a tout construit. Horace a construit... À 100 à 100 C'est sorti ici totalement de son imaginaire. Oui, c'est sorti de son imaginaire. Lui, dans sa tête, là, à marée basse, il y a toujours un petit tourbillon d'eau, là, puis pour lui... Parce que tout le monde a une histoire avec Horace. Tout le monde te raconte quelque chose. Quand on a recommencé à ouvrir, là, ton oncle Horace, là, telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire, je les ai tout dessus. Puis, entre autres, devant l'espace ici, là, on ne le voit pas trop, mais il y a comme une tache plus foncée. Pour lui, c'était une source d'énergie. Il dit, il y a de l'énergie, là. Et puis, pour lui, il a acheté le terrain, il y avait 21 contrats notariés alentour ici, là. OK. Fait qu'il a acheté des bouts de terrain, il a revendu des bouts de terrain, puis il s'est estiné avec ses voisins certaines années, comme de raison, parce que les papiers, c'est clair tant que c'est pas vérifié par quelqu'un d'autre. Fait que là, il y a eu quelques embrouilles avec ses voisins, il y a eu des embrouilles avec la municipalité, le ministère du Transport. Il y avait un moment donné, avant de faire son avancement ici, il y avait une goélette d'à côté sur le restaurant. Il s'est fait dire par le ministère, je ne sais plus lequel, d'enlever ça, qu'il n'avait pas le droit d'avoir ça là. Puis, mais Horace n'avait pas peur de ça. Puis Horace avait beaucoup d'amis. Il affrontait les tempêtes. Oui, puis il y avait beaucoup d'amis. Fait que il pensait à quelque chose, puis il faisait ce qu'il pensait. Puis les autres qui étaient là avec lui, ils l'écoutaient. Puis, c'était pas un méchant gars. Mais je sais que votre famille, vous êtes beaucoup reliés au verger. Lui, était-tu... le verger, en fin de compte, ça se trouvait-tu... C'est dans sa parenté, mais est-ce qu'il était impliqué au niveau du verger? Non, Horace n'a pas beaucoup été impliqué au niveau du verger. Horace, quand son père, probablement, il a parlé de reprendre le verger, puisque c'était le plus vieux de la famille, c'était pas une idée qui trottait dans la tête lui, c'était vraiment un artiste. Puis de ce qu'on m'a raconté, il est parti naviguer un été, puis quand il est revenu, il avait acheté un tracteur à son père, puis il a dit ça, c'est ma contribution. Fait que le verger, pour lui, c'était pas quelque chose qui tentait beaucoup. Honnêtement, j'ai pas posé la question à ses frères et sœurs à savoir s'il allait ramasser des pommes et tout ça, mais le verger, à la base, c'est mon grand-père Francis. Oui, c'est Francis. C'est mon grand-père Francis qui a parti ça avec ses frères. Puis, après ça, ça a été mon oncle Michel puis mon oncle Jean-Baptiste qui ont repris ça dans les années 70-80. Puis après-midi, on va les rencontrer. Oui, vous allez rencontrer mon oncle Michel pour faire l'histoire du verger, mais c'est vraiment... Puis Michel était le bébé de la famille. Donc, ça vous donne un peu la différence entre mon oncle Horace et Michel. Fait que c'était le début puis la fin. Puis c'est la fin qui a repris le verger pour faire ce qu'il est aujourd'hui. Ah oui, un verger, c'est un endroit magique. Fait que là, moi, je vais te suivre. On va essayer de se rendre à la maison. On parle de la maison Croche, là. On va parler, mais avant, on va passer. Horace, là, c'est un artiste. On a un menhir, nous autres. OK, on va aller voir ça. On a Astérix, Obélix, puis à l'île aux Goudes, il y a un menhir qui a été livré par probablement Obélix. Ça a dû être livré pour Horace à un certain moment donné. OK. On a un menhir, on a un totem. Ah oui, fais-nous visiter ça. Je découvre avec vous. Oui, Horace avait des idées très, très larges. Donc, il a réussi à convaincre Obélix d'apporter un menhir sur notre île. Oui, OK. Il est arrivé par bateau. Ah, bien, Obélix, vous savez, il y a toutes les possibilités du monde. Fait que là, on a un menhir qui était là, puis on n'a rien fait pour ça, mais il est là. Donc, on a un menhir de ce côté-là. Puis, si on regarde comme il faut dans le boisé de l'autre côté, on a un totem. Un totem? Un totem. Probablement qu'Horace devait avoir des liens avec des Indiens à un moment donné, puis il a décidé de mettre un totem à côté de sa maison croche. Parce que quand on parle de la maison croche, on parle de sa maison croche.
C'était vraiment son idée à lui. C'était vraiment son bébé, je dirais. C'est un attrait touristique de l'île. Quand tu parles de la Maison Croche, tout de suite, les gens pensent à l'île. Bien, honnêtement, moi, pour diriger les gens au restaurant... On fait attention en traversant la rue. On traverse la rue quand même. Je leur dis, pour diriger les gens, je leur dis, être en face de la Maison Croche. C'est plus simple que de donner un numéro de porte. Oui. Mais voyez-vous, c'est ça. La Maison Croche en tant que telle, bien, encore là, Horace voulait provoquer un petit peu. Il y a une sculpture que lui a fait là, avec... On va aller la voir. On va en profiter pour regarder la tour un peu et le restaurant de ce côté-là. Ouais. Ça, c'est le restaurant. Puis toi, tu l'as repris, puis il est grandement apprécié. C'est quel type de cuisine? On fait du très large. On fait, je vous dirais, de la poutine à les virer jusqu'à la cuisse de canard. Là. Puis, devant la Maison Croche, il doit y avoir des pâtés croches. Il y a des pâtés croches, mais l'histoire du pâté croche, il faudrait vous en parler d'une autre entrevue, parce que c'est pas simple. Il y a plusieurs histoires qui coulent alentour du pâté croche, mais c'est pas à cause de la Maison Croche. Fait que, mais c'est ça, autrement dit, Horace, il y avait le restaurant à la base. Nous, on a retravaillé un petit peu la structure de la bâtisse, mais la demi-tour qui est là, c'était vraiment le lieu où était le bar, quand on regarde de l'extérieur. Entre les deux, il y avait les salles de bain, puis après ça, il y avait la tour dans laquelle était la discothèque. Mais Horace a fini sa vie dans la tour. Il y avait ses appartements-là. Ah, OK. Puis il y avait, au premier étage, il y avait sa cuisine, puis au deuxième étage, il y avait sa chambre. Donc, il avait aménagé la tour, sa tour pour finir sa vie là. Puis il y avait une sorte de chose d'observation. Oui, à l'étage supérieur, par l'intérieur, il y avait moyen d'aller en haut complètement, où là, il y avait un troisième étage. Puis, mais là, c'était vraiment plus privé. Là. OK, c'est ça. Puis en arrière de la Maison Croche, dans le temps, il y avait 22 portes d'hébergement. Ah, OK. Donc, Horace pensait à quelque chose, une maison chinoise, il a fait affaire. Une maison avec des thèmes particuliers, il faisait affaire. Okay. Mais la Maison Croche en tant que telle, bien, il a fait des visites. Il a loué des chambres là-dedans. Il a resté dedans aussi. Il y avait un appartement au sous-sol, puis il logeait des gens au deuxième. Aujourd'hui, on la garde, on la maintient en vie. Okay. Puis elle est solide comme le roc. Il n'y a pas de problème là. Les fenêtres sont un peu croches. Bien ça, il y a deux choses. C'est que les fenêtres sont croches, mais à l'intérieur, tout est droit. C'est un peu plate quand on raconte l'histoire, là. Sauf que le message d'Horace, c'était assez simple. Il ne fallait pas se fier aux apparences. Okay. C'est le message de base. Vous regardez la Maison Croche, vous dites, hey, ça ne doit pas être beau, ça doit pas être. Mais aujourd'hui, on peut être bien habillé, mais la semaine prochaine, on peut être un voyou. Ben oui. Puis cette semaine, on peut être un bandit, puis la semaine prochaine, on peut être en veston-cravate. Fait que lui, son message, c'était vraiment de ne pas se fier aux apparences. Là, on va voir le totem. Oui, le totem qui est sur le terrain contigu. Donc, mais c'est ça, Horace avait des idées. Puis il était caché par le bout. Il est caché, le totem. Oui, mais là, je vais essayer de trouver une façon de passer avec ma caméra. Attendez un peu, je vais vous passer par en dessous là. On va tasser la branche. Oui, les branches. Ah, merci beaucoup. Allez-y, mon On va aller voir le totem de Horace. C'est un totem qui a été donné par des Amérindiens. Ah, aucune idée. J'ai pas la finalité de ce projet-là. Mais on voit les masques, on voit tout ça, mais la girouette en haut, mais en bout de ligne, j'ai pas le... Vous savez, Horace faisait beaucoup de choses, mais il écrivait pas grand-chose. Okay. Donc, on n'a pas l'historique. On n'a pas l'historique de ce projet-là. On n'a pas l'historique de ce projet-là. Mais pour ce qui est de la Maison Croche, bien, c'est ça. C'est pas une maison qui date de 1800, là. On parle d'un produit qui a été bâti dans les années 60. OK. Puis, à partir de là, elle a été travaillée pour donner une image de... On va la voir en arrière. En arrière, tout est droit. C'est dommage. OK. En arrière, c'est droit. En arrière, c'est droit. Le but était vraiment pour Horace, puis c'est la maison la plus photographiée probablement de l'île. Oui. C'était vraiment d'arriver à donner l'impression aux gens qu'il y avait quelque chose, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose que c'est pas, dans le fond de l'histoire, que c'est pas droit. OK. La personne peut être des fois des journées moins bonnes à vos yeux, mais le lendemain, c'est la même personne que vous avez vue hier. Oui, c'est sûr. Puis il y avait comme un message qui... Oui, bien, Horace a ses façons de communiquer, on va dire. OK. Donc, cette maison-là était sa façon à lui de dire aux gens, bien, regardez, je suis peut-être particulier, mais en bout de ligne, je suis une bonne personne quand même.
Puis c'est le message, je pense, qu'il voulait lancer avec sa maison croche. Puis les gens, c'est sûr que les gens ont tendance à rire un peu d'elle. Dans le temps, ils n'aimaient pas ça du tout, que les gens rient de sa maison croche. Fait que... Mais là, aujourd'hui, il doit l'accepter un peu plus. Oui, parce qu'elle fait partie maintenant de l'imaginaire de l'île. C'est la maison croche avec... Puis toi, Éric, oui. C'est quoi ta motivation pour être dans ses souliers puis avoir décidé de continuer son œuvre? Bien, on ne peut pas être dans les souliers d'Horace. Il n'y a personne qui va embarquer dans les souliers d'Horace parce qu'Horace était... je vous dirais, pour son temps, c'était un grand visionnaire. C'était un grand... quelqu'un qui a vu ce lieu-là comme un lieu unique. Okay. Nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de continuer ça, puis de se dire, OK, il n'a pas fait ça pour rien, parce que ça reste dans la famille. Ça, pour moi, c'est très important. Puis moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui font la suite des choses aussi, qui font, comme on dit, la suite du monde. Puis au Verger, vous allez voir, c'est mon oncle. C'est vraiment la famille large qui travaille avec nous. J'ai des cousins, cousines. Donc, ce qu'on a à faire, nous, c'est de la continuité, de l'améliorer un peu, puis de voir, parce qu'aujourd'hui, les gens ont des attentes différentes de ce qu'il y avait dans le temps avec mon oncle Horace. Et les gens ont... Horace, s'il vivrait aujourd'hui dans le temps des médias sociaux, il l'aurait pas facile. Ou ben non, s'il prendrait ça il deviendrait une vedette. Ou ben non, il deviendrait une vedette, ou ben non, il l'aurait pas facile. Okay. Ça, c'est l'autre défi qu'il aurait à vivre aujourd'hui. Mais il a créé quelque chose, puis nous, on a le devoir d'essayer de faire... De continuer. Puis c'est ça, Horace a laissé une trace sur l'île, puis il a laissé autre chose aussi qu'on va parler plus tard. Mais ça, c'est vraiment... c'est un monument. Quand on parle d'un phénomène, un monument, c'est dur de définir un personnage comme Horace. Bien, je te remercie beaucoup pour ton précieux temps, puis on va aller voir une autre œuvre de notre ami Horace. Exactement. Je suis présentement au bout de l'île aux Coudes. Comment qu'on appelle cet endroit? On appelle ça le bout d'en bas, mon cher ami. Le bout d'en bas. C'est le bout d'en bas, parce que le bout d'en haut, c'est l'autre bout. Fait que ça, c'est le bout d'en bas. Oui, là, on voit des voiliers, le fleuve Saint-Laurent. Quel bel endroit. Et au bout d'en bas, il y a quelque chose que ton oncle Horace aussi a fait. C'est la fameuse statue. Peux-tu nous en parler un peu? Oui, c'est la Madone. Horace, peu importe ce que les gens ont pensé de lui dans sa vie, il y a eu dans les années, probablement quand il a à peu près une vingtaine d'années, ils ont détecté chez lui ce qu'ils appelleraient aujourd'hui probablement un cancer du sang. Il y avait une maladie de sang majeure. Donc, Horace, ce qu'il a fait à ce moment-là, on s'entend que dans ces années-là, la foi était immense, la confiance en l'au-delà était immense. Horace avait la foi. Puis, c'est bien de l'avoir, on l'a encore aujourd'hui pour certaines personnes. Mais lui, il a dit, si je guéris, je vais faire quelque chose pour la Sainte Vierge Marie. Donc, c'est la statue de Notre-Dame qui a monté sur un socle de béton. OK. Puis, il a fait ça. Puis, regardez, on est, mon Dieu Seigneur, on est en 1960 quand il le fait, donc on est 63 ans plus tard. OK. Puis on a encore cette magnifique statue qui est là. Que les gens viennent, que les gens de l'île viennent, mais que de plus en plus les gens de l'extérieur ont découvert aussi parce qu'elle est dans les guides touristiques, comme de raison. Ça fait partie des endroits touristiques. Oui, elle fait partie du patrimoine de l'île. Il y a des gens qui viennent se recueillir ici. Il y a des gens que leurs cendres ont été versées alentour ici. Il y a des gens qui avaient foi en ce lieu, puis qui croient encore en ce lieu, puis qui viennent en pèlerinage. Dans le temps passé, à chaque printemps, le mois de Marie, il y avait des pèlerinages qui s'installaient ici, puis qui venaient justement en procession pour le mois de Marie. C'est des choses qui, avec le temps, ont peut-être un peu été diluées dans nos médias d'information et dans tout le reste. Mais il y a encore beaucoup de croyants sur Terre et au Québec et au Canada. Puis, en arrière de tout cela, il y avait quand même... vous le voyez, on est à marée basse, là. OK. Donc, le bout d'en bas était un lieu, au départ, avec 6 propriétaires, puis à la fin, il devait avoir à peu près 128 propriétaires. Maintenant, c'est un lieu qui a été redonné ou revendu à la municipalité pour faire un parc éventuellement. OK. On n'a plus accès en voiture, fait qu'on stationne au début, puis on vient prendre une marche à pied ou en vélo. C'est permis en vélo. Il n'y a pas de 4 roues, il n'y a plus rien. C'est vraiment un lieu paisible. C'est un lieu aussi où il y a beaucoup de marais, donc les oiseaux, ils trouvent leur nid et font leur nid, et ceux qui sont de passage et ceux qui sont permanents. C'est un lieu qui a été, avec le temps,
je pense qu'il s'est revigoré tout seul parce qu'au début, bien, les gens venaient chercher un peu de gravier pour mettre sur le terrain puis des choses comme ça. Okay. Mais maintenant, l'accès est fermé pour tout ça. Mais c'est un lieu assez magique. On est sur une pointe d'île en plein milieu du Saint-Laurent. Puis c'est ça, en arrière de la statue, il y avait des pêches. Les gens de l'île installaient des pêches le printemps pour avoir un peu de poisson. Du caplan, Okay. entre autres, puis durant l'été, puis plus à l'automne, un petit peu d'anguilles. Mais c'était vraiment des pêches, ce qu'on appelle des pêches à fascine aujourd'hui. OK, c'est un endroit... Là, on s'excuse pour le caméraman qui regarde les roches en même temps. Mettons que le terrain n'est pas plat. Mais c'est sûr que l'œuvre en tant que telle, à la base, on a besoin d'y faire un peu, y mettre un peu d'amour. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais l'important, c'est pas le produit, c'est vraiment la statue qui est une œuvre assez magique. Horace, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui l'aimaient et des gens qui ne l'aimaient pas. Cette statue-là a déjà eu des coups de carabine. Il y a des gens qui étaient fâchés contre Horace, fait qu'ils venaient s'en prendre à Madone parce que c'était la Madone à Horace. Okay. Mais Horace a toujours eu à cœur cette pièce, ce joyau de l'île. Ça vient de où? Est-ce que tu es... Ça, j'ai pas ça. Ça, j'ai pas ça comme info. Ça a vraiment été à date des années 60. Je vais changer d'angle pour l'avoir dans un autre côté. Elle date des années 60. Il y a des gens qui écrivent aussi sur la pierre, je vois ça, là, c'est bon voyage, repose en paix. Puis, mais c'est ça, chacun a sa petite histoire un peu avec cette statue-là. Puis, comme on disait au début, dans les années 60, c'était peu connu, mais de plus en plus, les gens viennent à l'île. Puis même, tout à l'heure, on était au restaurant, mais avec le bleu du ciel, on la voit, elle a un bleu qui ressort du paysage. Mais là, c'est ça, on va travailler un petit peu, on va mettre un peu d'amour là-dessus. Là. Mais il n'y aurait pas moyen de la faire classer monument historique? Je le sais pas. Je sais pas comment ça marche trop, mais quand on rentre dans les dédaleries du chose, des fois, les projets retardent un peu. Fait qu'on est peut-être mieux de mettre l'énergie tout de suite puis de le faire faire. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait un volontaire et une volontaire qui étaient prêtes à mettre un peu de son talent là-dedans. Donc, on lui dit merci. Oui, d'avance. D'avance, oui. Merci d'avance pour les prochains qui vont la restaurer. Et merci à Horace d'avoir créé cet emplacement. Il y avait un imaginaire diversifié, puis on remercie la statue et on espère qu'elle porte chance à tous ceux qui viennent la visiter. Exactement. Je suis présentement avec Hélène Bergeron, près d'une chapelle. C'est quoi cette chapelle-là? On est à Saint-Louis de l'Île aux Coudres? On est à Saint-Louis de l'Île aux Coudres et c'est une des deux chapelles de procession qui sont de chaque côté de l'église. Une à l'ouest, là c'est celle de l'ouest, et l'autre à l'est. À quoi servait-elle? Ça servait pour la procession de la fête Dieu. Je me souviens quand j'étais jeune, avec mon costume d'école, on s'alignait tout le monde, puis on faisait la procession de la fête Dieu avec des banderoles, pas des banderoles, il y en avait un pour la Vierge, il y en avait un autre pour Saint-Joseph, puis des bannières. Des bannières. Puis il y avait les Dames de Saint-Orne, il y avait les Enfants de Marie, il y avait les Ligueurs du Sacré-Cœur, toutes des associations religieuses là, pour les adultes. Puis il y avait nous, les enfants. On est à Saint-Louis de l'Île aux Coudres. Exactement. C'était la seule église à l'époque, je pense, au tout de... Ça a été la première église de l'île. Et celle-là a été construite... C'était la troisième sur le même site, d'ailleurs. Il y a eu la première chapelle en 1748. Ils ont fait une petite chapelle avec même pas de cloche. Et ensuite, c'est devenu très vite trop petit, parce que les gens ont commencé à arriver sur l'île. Alors, ils en ont bâti une deuxième en 1771. Ça a été la deuxième église, qui était un peu plus grande, moyen entre une belle église et une chapelle. Et en 1885, ils ont bâti celle qui est là actuellement. Qu'on va visiter tout à l'heure. On va la voir tout à l'heure en détail, l'intérieur aussi. C'est l'église de Saint-Louis. Elle a été bâtie. Ce que des vieilles personnes nous ont dit quand on a fêté son centenaire, parce qu'on n'avait pas beaucoup de centenaires quand on a fait le centenaire de l'Église. Il y avait l'Église elle-même, mais pas tellement d'autres centenaires. Alors, selon la tradition orale, elle aurait été construite peut-être par-dessus l'autre qui était plus petite.
puis qu'ils l'ont débâti par après. Ils ont enlevé par après. Puis la sacristie, elle, aurait déjà été là, avec la deuxième église. Puis ils l'ont gardée pour se servir pour la troisième église. C'est que là, on va pénétrer à l'intérieur de la petite chapelle. Tu nous rappelles son nom? Celle-là, c'est la chapelle Saint-Pierre. On va rentrer à l'intérieur. Et on va faire attention de se faire frapper. Il y a du trafic, c'est vrai qu'on n'est plus en 1836. Oui, là, on passe pas en cheval, là. Alors, cette chapelle-là, les deux chapelles étaient là déjà quand ils ont construit l'église. OK. Ça serait-tu comme les premières églises, ça? Bien, ça n'a jamais été une église. C'était des chapelles. OK. Mais celle-là a été bâtie en 1837. 1837. Tu vois, la deuxième église existait depuis 1771. OK, la deuxième petite, là. La chapelle. Oui, la deuxième église de la paroisse existait depuis 1771. Okay. Et là, ils ont rajouté les chapelles. Celle-là, l'autre côté en 1836, et celle-là en 1837. Pour les processions. Pour les processions. On arrêtait, tout le monde arrêtait, le prêtre entrait, il faisait des prières dans la chapelle. Il y a, il y a un petit tabernacle, là. Il aurait pu faire la messe s'il avait voulu, là, dans cette chapelle-là. Et c'est entretenu par des bénévoles. Il y a comme des livres, là. Oui, c'est des bénévoles qui s'en occupent. Tu vois, le texte, il y a un texte qui est là, c'est pour la chapelle. Tu pourrais-tu nous le lire pour le fun? Ce texte-là a été fait par ma sœur. OK. Qui n'est plus de ce monde, mais qui était une écriveuse sur tous les sujets possibles et impossibles. Ta sœur qui s'appelait? Qui s'appelait Danielle Bergeron. Danielle Bergeron. Et que tout le monde connaissait comme Dani. OK. Puis, elle écrivait sur tous les sujets. OK. Lis-nous ça. Tu veux que je lise le... Oui, si c'est... OK. On va lire le texte. Alors, ça dit « Reconnaissance. Ô toi, l'ami qui voyage, aux abords de mon village, tu te prosternes, pèlerin fidèle, en mes murs de vieilles chapelles. Tu me confies bien des secrets, des peines, des joies, des regrets, des souffrances, des échecs, des projets, des espoirs d'amour et de paix. Je suis témoin de tant de fois que tu penses avoir perdu parfois, qui sommeille tout au fond de toi et qui s'éveille en entrant chez moi. Je suis l'instrument que le Créateur place sur ton chemin de voyageur pour raviver en ton âme et ton cœur le goût de la prière, de la ferveur. Si j'ai l'air aujourd'hui d'une jouvencelle, habillée de mes parures de dentelle, si j'ai pu me refaire une beauté, c'est grâce à ta grande générosité. Toute ma reconnaissance à toi, ô visiteur, de partager avec moi une parcelle de bonheur. Que c'est beau. Et elle a écrit ça à un moment donné parce que les gens s'étaient rendus compte que tout le monde arrête voir les chapelles. Oui. Alors, c'est la chapelle qui parle aux visiteurs qui arrêtent de la voir. Elle avait une belle imagination. La passion du patrimoine, c'est familial. Ah, c'est familial. Dani, elle l'avait comme moi, bien sûr. Puis, mais elle avait quelque chose que j'ai pas. La facilité d'écrire. Moi, j'aimais mieux danser. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Parce que, oui, c'est une très belle église. Les gens sont capables, ils peuvent se recueillir à cet endroit-là. Puis, c'est la chapelle Saint-Pierre. Puis, il donnait aussi une évocation à chaque chapelle. La chapelle était faite pour quelqu'un. Puis celle-là, c'est une chapelle, on le voit là, c'est la chapelle de Saint-Joseph. Saint-Joseph. Puis l'autre, c'est Sainte-Anne ici, excuse-moi. Même si on voit que lui, il a l'air de Saint-Joseph, mais c'est pas lui. OK. Ça, c'est la chapelle en l'honneur de Sainte-Anne. De Sainte-Anne. Même si elle s'appelle chapelle Saint-Pierre. C'est drôle, mais c'est comme ça. C'est que tu veux. Et on va voir l'autre tantôt aussi. Elle va avoir comme deux noms. Oui. C'est que, et puis les gens, ils peuvent voir l'histoire de la chapelle ici quand ils rentrent à l'intérieur. C'est ça, ils ont l'histoire qui est là, de l'autre côté. Là. Il y avait un autre texte. Là. Ça, c'est plus le texte historique qui lui l'explique, justement. OK.
ici, que les gens Je peuvent vais lire. t'épargner le fait de tout lire ça. Non, je ne te lirai pas celui-là. C'est à peu près ce que je t'ai dit, mais en plus... En plus. Fait que merci beaucoup. On a visité la première chapelle. Oui, maintenant, il faut aller voir la deuxième. On s'en va voir la deuxième. Mon amie Hélène, là, maintenant, on est devant l'église. Oui, on est devant l'église de Saint-Louis. OK. C'est une des deux églises de l'île aux Coudres présentement. L'autre est de l'autre côté de l'île à Saint-Bernard. Elle a été construite après la deuxième. Saint-Bernard a été construite en 1929. OK. Tandis qu'elle existait depuis 1885, puis c'était la troisième. La troisième église. Oui. Mais on m'a déjà dit que c'était un peu une réplique de la basilique qui est faite de Sainte-Anne-de-Beaupré, de la première de la deuxième église. La première basilique, oui, parce qu'avant, il y avait une petite chapelle en place de l'église à Sainte-Anne-de-Beaupré. Exactement. Mais la première basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, ça se trouvait être à peu près une réplique de oui, celle-ci. l'église ici, c'est le même architecte qui s'appelle David Ouellette. OK. Alors, David Ouellette a été engagé comme architecte. C'est un architecte de Québec. Puis lui avait conçu l'église, la première basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a brûlé en 1922. OK. On ne l'a jamais vu personne. Il faut les croire sur parole. Il doit y avoir des photos, probablement. Oui. Et il a fait exactement la même chose ici, la même réplique, le même modèle, en moins gros, évidemment, puisque les locaux, il y avait moins d'habitants. Et je crois que ça a été construit par M. Pampalon, je pense, qui était directeur pour la construction de cette église-là. Ça, à Sainte-Anne-de-Beaupré? Le même qui a fait Sainte-Anne-de-Beaupré. M. Pampalon avait fait aussi cette église-là. Je sais pas, comme contracteur. Nous, on n'a jamais entendu parler de ce monsieur-là. C'est marqué dans l'histoire de l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré. De Sainte-Anne-de-Beaupré, Oui. ça, je suis peut-être d'accord. Mais ici, M. Pampalon n'est pas venu ici. Il y a l'architecte. David Ouellette, lui, c'est sûr qu'il l'a conçu. Mais c'est vrai. Après, ça a été avec tout le monde, ça a été une corvée. Les gens ont donné le bois. Il y a seulement les pierres de taille, elles, ces pierres-là, surtout les blanches, là, qui sont sur les coins. Ça vient de Saint-Marc-des-Carrières. Ils ont tout transporté ça avec des goélettes. Les goélettes ont servi au transport de la pierre. Au transport des pierres pour bâtir l'église. OK. La statue qu'on retrouve en haut, c'est? Oui, c'est la statue de Saint-Louis. C'est le patron, c'est Louis IX qui est le patron de l'église ici. OK. Et cette statue-là est en bois, recouverte de feuilles de cuivre. Et avec les années, là, ça commence un peu, là. La dernière fois qu'on l'a descendu, en 1972, ça devient tout vert. Un sou noir, pense à un sou noir. OK. Qu'est-ce que ça fait, à un moment donné? Ça devient vert. OK. Quand le cuivre s'oxyde, ça devient vert. Alors, cette statue-là est en bois. Elle mesure à peu près 8 pieds de hauteur. Moi, je l'ai vue sur le perron de l'église, descendue, là. Elle a l'air de rien, mais parlé, autrement dit, face à face. Elle est grosse. Elle est grosse. Dans hauteur de même. Son auteur, c'est Louis Jobin. OK. Louis Jobin est un sculpteur qui vivait à Québec. OK. Un sculpteur sur bois. C'était sa spécialité, lui, le bois entouré de feuilles de cuivre. OK. Fait qu'on va pénétrer à l'intérieur. Oui, on va rencontrer la bénévole qui s'occupe de la faire visiter. On va aller voir Mme Muriel. Oui. Alors, l'église de 1885 est bien fière de sa date de naissance. Oui, je comprends. Là, je te suis pour la transition. C'est une des plus belles églises du Québec en œuvre d'art à visiter. Là. Pas pour rien que tous les touristes arrivent ici. C'est pas pour rien. Pas pour rien. Fait qu'on rencontre, là, vous allez parler fort un peu parce que vous n'avez pas de micro. On rencontre une bénévole qui s'occupe de l'église, de ma chapelle, la chapelle Saint-Pierre. Oui, on vient de la visiter. Oui, c'est ça. Je dis toujours à M. le curé, c'est ma chapelle. Il dit oui, il m'accorde les Mais merci pour ce travail bénévole. Là, on visite l'église à l'intérieur. C'est qu'il y a de particulier, l'église? Bien, notre église, pour nous, c'est un joyau. On est fiers de la montrer. Nous faisons l'accueil au public. Là, à partir du tourisme, vous savez que le tourisme, le 24
de juin, le touriste commence à arriver sur l'île. On fait l'accueil tout l'été, tous les jours, autant possible, d'avoir des bénévoles. Oui, c'est pas toujours évident, les bénévoles. Non, il n'y en a pas à tous les coins de rue. OK. Et notre église, bien, c'est la même église. Disons que notre église, elle est construite en 1885. OK. Le même architecte, David Ouellette, qui a construit l'église de Sainte-Anne-de-Beaupré, celle avant la basilique qui a été incendiée en 1922. OK. Et notre église, le même plan, le même architecte, mais en plus petit. OK. Et il a fait une chapelle ici en l'honneur de Sainte-Anne pour rendre hommage à Sainte-Anne parce qu'il y avait le même plan, le même... Ben Beaucoup de touristes nous disent l'été, vous avez vu grand d'avoir construit une pareille église. Combien est-ce qu'il y avait d'habitants sur l'île? Il y avait 700 habitants sur l'île. OK. Et pourquoi que notre église, elle est belle, c'est parce que M. Jean-Baptiste Pelletier et Alphonse Pelletier, Alphonse avait une prêtrise sur l'île. Jean-Baptiste, son frère, voulait lui aider. Et tous les deux voulaient construire une église. Leur mère, en sachant ça, leur a donné un bon montant d'argent, 25 000 à cette époque, pour construire leur église. Ça devait être de l'argent beaucoup, à cette époque. En 1885, c'est beaucoup d'argent. Mais on voit qu'elle est belle. Est-ce que même l'intérieur est semblable à l'ancienne basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré? Possiblement, mais ils ont fait des rénovations. OK. Et la voûte était toute pleine d'étoiles à la feuille d'or. OK. Ouais. Bon, on a peinturé au lieu de laver. Est-ce que c'est un bon choix? C'est vers 1950 à peu près qu'ils ont fait ça. Là. OK. Oui. Ouais. C'était de la peinture à fresque. La peinture à fresque, ça fait plein de dessins à travers. OK. J'ai regardé ça un peu sur Internet, là, qu'est-ce que c'est que de la peinture à fresque. C'est que le plâtre n'est pas tout à fait sèche, puis ils mettent de la peinture, puis là, ça fait des dessins, des nuances, puis il paraît que c'est très beau. Oui. Mais ils ont peinturé par-dessus, puis les étoiles, ben, ils étaient dessinés, mais là, ils sont plus là. Il faut juste les imaginer. Puis là, on voit ici des statues. C'est quoi exactement cette statue-là et de la Sainte? Des piétas qui ont été données par des gens ici sur l'île, qui ont fait don. OK. Les statues, ils achetaient ça beaucoup à Québec. Il y avait comme la Vierge qui est là, puis... c'est beau, c'est bien orné, c'est quand même... c'est bien fait. Oui, c'est bien travaillé. Les deux statues qui sont là, Saint-Louis, puis après c'est Saint-Flavien. Ouais. Oui. Dans la voûte, ça? Oui, du Baillarger. OK, je me déplace, je m'excuse. J'ai l'impression que c'est peut-être des cadeaux qu'ils ont eus. OK. Je sais qu'ils sont partis à un moment donné, les deux statues. Ils ont été à Québec, ils ont été arrangés. Ils ont été 2 ans. Là, ils n'étaient plus là dans l'église. Okay. Ils les ont ramenés quand ils ont été toutes... Ils ont été quelques années. Puis en récompense, ils les ont réparés parce qu'ils étaient brisés un peu. Il fallait qu'ils soient restaurés. Ils ont été restaurés. Le tableau qui est dans le milieu ici, le rétable, toutes les colonnes et tout ça, là, tout ce qui est très beau, tout en or, ça, c'est Louis Jobin qui a fait ça aussi. C'est Louis Jobin. Et puis, le tableau, on n'a pas vraiment trouvé dans les archives de qui était le tableau. Non. Le tableau, c'est Saint-Louis, là, avec des anges au-dessus de lui. Sa couronne. Oui, on ne sait pas c'est de qui. Peut-être que c'est le même qui a fait les tableaux de la voûte. Peut-être, on ne le sait pas. OK, c'est resté dans les archives. Non, c'est pas écrit. Ici, on a un beau tabernacle de M. Lavasseur. OK. Qui est ici. Il date de... Oh, c'est 1700, c'est avant. C'est-tu avant le premier? C'est pas le premier tabernacle qu'il y avait ici? Celui-là, ce tabernacle-là, il était dans la chapelle de Saint-Isidore, qu'on va aller voir tantôt. Oh, OK. Ils l'ont amené ici parce que c'est très vieux et ça a une grande valeur. Ça vient de l'atelier des levasseurs de Québec.
qui existait à la fin 1700. Là. Il représente Jésus au Jardin des Oliviers. Oui, il est très beau. C'est une œuvre d'art. Puis il l'a laissé dans la chapelle. Il était gros de bord pour la chapelle. Puis il est beau ici. Là. Il est à sa place. Ben oui, il est à sa place. En fait, c'est un monument historique. Puis c'est important quand même que ce soit protégé dans une belle place. Puis les tableaux de la voûte, c'est sûr qu'avec la caméra, c'est pas évident de les voir. On les voit quand même un peu. Il y a des tableaux de la voûte. C'est tout peint, là. OK. C'est tout peint. Le peintre qui a fait ça, il s'appelle Paul-Gaston Maslotte. OK. C'est un peintre d'église. Il y avait des peintres d'église qui se spécialisaient à faire des œuvres dans les églises. Et lui, il a peint ces tableaux-là, dans cette église-là, l'année d'après. On parle de 1787-88, là, dans ce coin-là. Okay. Et il a fallu les faire rénover. OK. Tu vois l'ouvrage, là? Ah, OK, j'y vois, là. On pourrait peut-être monter au deuxième étage. On pourrait monter au Jubé pour bien les voir. Oui, je vais vous suivre, exactement. Mais là, on va aller voir. On va finir ici. Vous avez ici la chaire. Oui, je vous écoute. La chaire est très belle. Il y a 5 niches. Et selon les archives, c'est les 4 évangélistes, plus le prophète Ézéchiel. Okay. Alors, qui est qui, là? Ils ne veulent pas le dire. OK. Ils ne veulent pas le dire. Alors, on vit avec. Oui. Non, il n'y a pas de problème. Je vais vous suivre en montant. Là, ici, ça, c'est quoi, ça? Attends. Oui? Faut que je te suive. Oui. Ça, ici, c'est? Bon, là, c'est la chapelle de Sainte-Anne, comme Muriel disait tantôt. OK. Vu que c'était une réplique de la basilique de Sainte-Anne, il fallait qu'il y ait de quoi pour Sainte-Anne. Alors, ils ont fait la chapelle de Sainte-Anne. Elle est très belle aussi. Puis là, tu vois la photo des 2 prêtres qui ont permis de bâtir l'église. Non, il n'y en a rien qu'un. OK. C'est Jean-Baptiste, celui-là. OK. Je vais essayer de Jean-Baptiste Pelletier. Je ne sais pas si tu vois la ressemblance. On l'a déjà installé dans notre décor des marsouineries, puis il est venu, Gilles Pelletier. Puis quand il a vu la photo, là... C'est vrai qu'il ressemble à Gilles Pelletier. Il a vraiment été impressionné. Je ne sais pas s'il a cherché. On lui avait dit, l'abbé Pelletier, il vient de la Rive-Sud. Puis Gilles Pelletier, il vient de quelque part sur la Rive-Sud, Kamouraska, dans ce coin-là. Là. Okay. C'est peut-être parent. C'est peut-être dans sa parenté. Ça fait partie des légendes de l'île. Puis là, tu as le chemin de croix. Le chemin de croix, c'est qu'il il est beau, c'est-tu un... Il est très spécial, ce chemin de croix-là. Parce que si on regarde comme il faut, il y a du français d'un côté, et de l'autre côté, c'est de l'espagnol. Ah, OK. Comment ça se fait, ça? OK. C'était des vendeurs ambulants qui passaient et qui vendaient des trucs comme ça. Il y en a 3 dans la province de Québec de ces chemins de croix-là. OK. Ils sont pareils à celui-là. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de voir le 2e. J'ai jamais vu le 3e, je ne sais pas où il est. Le 2e chemin de croix qui ressemble à ça, c'est pareil, je te jure. Okay. Il est dans une chapelle sur la grosse île, l'île de la Quarantaine. L'île de la Quarantaine, il y a une chapelle là. Oui, j'ai déjà visité la chapelle. Puis si tu retournes là, tu regarderas le chemin de croix. Oui. Là, par où qu'on monte, et là, on voit Saint-Antoine. Je reconnais Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue. Ben oui. On va essayer de trouver quelque chose pour qu'il puisse nous aider. Ils achetaient ces statues-là, là, Saint-Antoine, des Saintes Vierges. Ils achetaient ça, c'était des... à Québec, là, il y avait Carly, puis il y avait Rigoli. C'était des Italiens, puis ils faisaient beaucoup des entreprises qui fabriquaient des statues. Okay. Alors, ils disaient, on aimerait ça avoir une statue de Saint-Antoine de Padoue. Puis la fabrique la payait, puis ils l'achetaient. OK. Si tu veux aller à Confesse, c'est juste ici. OK. J'ai peut-être des choses à me faire pardonner, mais pour l'instant, on va laisser ça. On laisse ça mort. Pendant que tu es là, oui. Il y a un tableau, là. OK, le tableau que là, oui. Il est très grand, hein? Oui. Ça, c'est un peintre qui venait de France. C'était un prêtre qui s'appelle l'abbé Créqui. Alors, on va aller le voir, là, parce que c'est sûr que là, je ne le voyais pas. Oui, regarde-le bien. Il est très vieux. C'est l'abbé, c'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis enfant. Et ce prêtre-là, il a fait ce tableau-là. Il était abbé Saint-Paul, le curé. Il est arrivé de la France. Il était abbé Saint-Paul à la paroisse. Il a fait le tableau. Puis, à un moment donné, les évêques, tu sais, dans le temps, là, les évêques, ils venaient. Puis, lui, il avait donné le tableau
au prêtre qui était à l'île aux Coudes dans le temps. OK. Puis il avait dit, vu que c'est votre patron, j'ai fait cette œuvre-là, je te la donne. OK. Bon, le prêtre, je ne sais pas si c'était peut-être pas un amateur d'art ou il n'y avait pas les moyens. À un moment donné, l'évêque de Chicoutimi, parce qu'on faisait partie du diocèse de Chicoutimi, l'évêque de Chicoutimi est venu voir l'église, voir la paroisse, à quelque part au début des années 1900. Et sur le grenier de la sacristie, il a trouvé cette affaire-là qui était roulée dans la poussière, attachée avec une corde dans la poussière. OK. Il a regardé qu'est-ce que c'était. Puis là, il a dit au curé, « Oui, mais il faudrait l'arranger. l'arranger. » Alors, il a demandé la permission de l'apporter avec lui. Évidemment, c'était l'évêque. Le curé lui a donné. Il a dit, « Ben oui, monseigneur, prenez-le. » Nous autres, on ne savait même pas qu'il était là. Puis il l'a tout rénové. Il l'a fait arranger. Il a été longtemps à l'archevêché de Chicoutimi. Puis un jour, on a eu un curé ici, qui s'appelait Jacques Pelchat, qui est encore vivant d'ailleurs, qui était plus amateur d'art, puis qui voyait là des choses que les autres n'avaient peut-être pas vues avant. Puis il s'est dit, ce tableau-là devrait être dans l'église de Saint-Louis, parce qu'il avait été donné à la paroisse. Alors, il a écrit une lettre à l'évêché de Chicoutimi. On n'était plus avec eux autres, on était rendus avec Québec. Mais il a écrit à l'évêque de Chicoutimi. Tu sais, des fois, là, il faut que tu oses dans la vie. Exactement. Alors, il a osé, il a écrit, puis ils ont fini par lui dire, vous avez bien raison. Et le tableau est revenu ici, comme ça, puis il est accroché ici dans l'église. Depuis ce temps-là, il est revenu. Depuis ce temps-là, il est là. C'est une œuvre d'art qui est très vieux, qui date de vers fin 1700. Fait que là, on va conclure un peu en montant. On te suit, je ne sais pas par où il faut monter. Bon. Puis on va aller voir l'orgue en haut. On va aller voir l'orgue. Ben oui. Oui. Oui, c'est ça. J'ai encore des histoires à te conter. Il y a une statue ici aussi, là, encore. Oui, ça c'est un autre. Saint-Gérard. Saint-Gérard, OK. Le patron des femmes enceintes. Ah oui? Oui, OK. Je savais pas ça. J'ai déjà été enceinte, mais je savais pas que j'avais un patron. Ah oui, mais il y avait un Saint-Gérard. Tu l'aurais invoqué. Ben, on passe... Voilà. OK. Attention, OK. Là, je monte un escalier. On s'excuse pour ça, c'est pour sonner les cloches. Oui, on ne les sonnera pas parce qu'on va les paroissiens vont arriver. Eh oui, ils vont dire, est-ce que... Y a-tu quelqu'un de mort? Pourquoi que les cloches sonnent? Et là, tout un escalier du champ. Oui, monsieur. Oui, un moyen escalier. Il y en a beaucoup qui veulent y aller en haut. Oui, ils ont des chanceux, là, nous autres, là. Oui. Privilégiés. Très privilégiés, parce que l'escalier, en plus, c'est un moyen d'escalier. On y arrive. Tu veux monter dans les clochers, c'est pas grave. On n'ira pas dans le clocher. Non. On n'ira pas. Bon. Alors. Oh, fiouf! On est rendu. Là, je fais attention à ce que je fais. Pas que je me... Et là, tu les as, les œuvres. Ben là, on va y voir. Tiens. Et puis on voit ces belles œuvres-là. Celle-là, c'est une des deux premières églises. Je pense que c'est la deuxième. OK. Je pense que c'est la deuxième. Elle était comme ça, elle n'était pas plus grosse que ça. Okay. Ça, c'est l'apparition de Bernadette Soubirous. Okay. Il y a toutes sortes d'affaires. Le mariage de la Vierge, je pense. Chaque tableau a un titre. On invite les gens, là, c'est difficile de tout aller les visiter, mais on invite les gens à venir visiter l'église et pour les voir. Là, je vais essayer de me reculer pour voir l'orgue. Est-ce que vous pouvez nous parler au niveau de cet orgue-là? 1908. 1908, c'est-tu une case avant? Il y avait le grand vicaire Mailloux qui a fait un don d'argent à la paroisse. Lui, il était né à Lille. C'était un prêtre de Lille qui est devenu grand vicaire. OK. Et puis, il trouvait qu'il y en avait un dans l'autre église avant, mais qui était petit, puis qui n'allait plus tellement avec cette église-là. Fait qu'ils ont fait une souscription avec les paroissiens, puis lui a donné son montant d'argent, puis ils ont réussi à acheter cet orgue-là. C'est un casavant. OK. C'est un casavant. Et au début, il fallait le faire marcher
y avait toujours un paroissien, le chanceux, qui était choisi OK. pour pédaler. Pour pédaler. Comme les pompes à eau des bateaux, là, hein? Oui, comme les pompes à eau Marc dans ses bateaux. Puis, à un moment donné, ben, ils l'ont mis électrique, là, parce que... Oui. Il commençait à avoir moins de paroissiens qui faisaient... Intéressé à faire ça. J'avais essayé. Là, je m'excuse pour les gens qui regardent. Bon, là, on voit l'orgue en avant. Hey, qu'elle est belle. Là, il n'y aura pas... Je t'ai demandé de nous jouer une toune, là. Oui, 94 tuyaux. 494 tuyaux. Elle doit avoir un son merveilleux. De toute façon, toutes les orgues de Casavant ont un son incroyable. Je pense que je me suis trompé. Et là, la deuxième. C'est la première église. OK. Tantôt, quand je t'ai dit c'est la deuxième, c'est la première. La deuxième est de ce côté-là. Ça, c'est la deuxième église. Selon le peintre, il l'a fait comme ça, là. OK. Selon peut-être des illustrations. Selon Paul Gaston Maslotte. OK. Qui est le peintre qui a fait tout ça. Et dans l'autre église de Saint-Bernard, c'est drôle, hein? OK. Dans l'église de Saint-Bernard, il y a un tableau en avant aussi qui représente l'arrivée de Jacques Cartier à l'île aux Coudres, qui a fait chanter la messe à l'île aux Coudres. Puis c'est le fils de ce peintre-là, Antonio Maslotte, qui était le fils de Paul Gaston. OK. Qui a fait le tableau de Saint-Bernard. Venez voir le bras pour monter, pour Oui, donner du souffle à l'orgue. OK. Faudrait que je passe par OK, là, il faut que je passe par... ici. Oui. J'espère que les gens qui nous écoutent ne sont pas malades, là, parce que moi, il faut que je regarde. Il faut que je regarde où est-ce que je marche, en plus. Il est encore là. Ils l'ont pas jeté. Il est encore là. OK. C'est le bras, ça, qui servait? Oui, c'est pour pomper. Pour pomper l'orgue. OK. La madame qui jouait de l'orgue, elle disait au servant, pompe. Es-tu capable de nous... On peut-tu voir le clavier? Non, il est barré. Il est barré. Ah, c'est pas grave, on peut pas tout voir. Fait qu'on conclut un peu là-dessus, là, parce que le caméraman commence à avoir chaud, puis le caméraman commence à avoir un peu... Mais je visite une église merveilleuse. Merci pour cette belle visite. Et on vous invite à venir visiter notre église et voir Muriel qui va vous expliquer tout ça. OK. Aujourd'hui, c'est moi, mais une autre fois, ça va être Muriel. OK. Merci beaucoup. On finit avec une belle image de l'église. On voit présentement l'église de Saint-Louis dans l'arrière. Il paraît que sur les cloches, il y a quelque chose, une histoire spéciale, mon ami Hélène, je crois. Très, très spécial. On est chanceux d'avoir ces cloches-là dans les clochers, je vais te dire. OK. Parce qu'un jour, il fallait des cloches. Alors, ils ont commandé des cloches en Angleterre, la fonderie Mears, c'était des spécialistes des cloches. Alors, ils ont commandé 3 cloches qui devaient être envoyées par bateau jusqu'à Québec. OK. Et Québec appelle un jour, vos cloches sont arrivées. Alors, il y a les paroissiens sont partis avec une goélette pour aller chercher les cloches. Ils sont montés à Québec, ils ont embarqué les cloches et ils ont commencé à descendre vers l'île. Quand ils sont arrivés dans le coin de Saute-au-Cochon, où est-ce que l'avion avait déjà tombé, OK. cette rivière, là, le bateau a renversé. OK. Les cloches à l'eau? Les cloches ont heureusement resté dans le bateau, parce que tu te rappelles ce que Marc t'a dit, un bateau de bois, ça flotte. OK. Alors, le bateau s'est simplement renversé, mais là, ça allait pas bien leur affaire. Là. OK, ben oui. Là, ils ont réussi, les gens de la goélette, à s'en aller à terre. Puis, je ne sais plus comment, là, ça le raconte, mais il faudrait que j'aille relire le grand vicaire Mailloux. Enfin, ils ont réussi à avertir à l'île que là, il y avait un gros problème avec les cloches. Alors, les gens de l'île sont partis avec 2 grosses chaloupes. Ils ont monté jusque-là. Ils ont installé leur chaloupe en dessous des 2 mâts. C'était un goélette avec des mâts. En dessous des 2 mâts. Et ils ont réussi à relever le bateau. OK. Puis après, ils l'ont toué, ils l'ont traîné. Un bateau est revenu avec les cloches qu'ils ont pu installer dans les cloches. OK. Ces cloches-là ont des noms. La plus grosse s'appelle Cécile Honorine. C'était la sœur d'un des 2 curés Pelletier. Okay. Il y en a une qui s'appelle Marie-Louise et l'autre s'appelle Marianne. C'était probablement des dames de l'île qui méritaient d'avoir leur nom pour une cloche. Ils ont chacun le son?
Ils ont chacun leur son, ils sont accordés. Je pense qu'ils sont en fa, sol, la. Puis c'est un bel accord. Quand les trois cloches sonnent ensemble, là, avec la marée haute, là, on les entend presque jusque chez moi à la Baleine. C'est de toute beauté. OK. Là, on va se suivre. Ah oui, on te suit sur l'autre chapelle. Et comme tu vois, dans la chapelle, il y avait pourtant un clocher. Mais il n'y a pas de cloche. Et ça aurait pris une clochette. Il aurait fallu une petite cloche. Ça aurait été moins dangereux de tourner le bateau à l'envers qu'avec des grosses. Et là, cette chapelle-là s'appelle comment? C'est la chapelle Saint-Isidore. Saint-Isidore? C'est vrai que c'est le patron des cultivateurs. OK. Saint-Isidore. Et pourquoi il y a une chapelle avant et une chapelle après pour la procession? C'est pour la procession. Une année, on venait vers celle-là et l'autre année, on allait vers l'autre. OK, OK. Jamais deux fois la même chose. Il y avait les deux chapelles. Et c'est dans celle-là qui était le beau tabernacle qu'on a vu, là, qui est très ancien. Ben oui. Il était là. Mais ils l'ont changé. Ils ont ramené le petit qui était dans l'église à sa place, puis ils ont ramené celui de Levasseur, ils l'ont ramené dans l'église. Parce que... Là, il faut que je me penche pour rentrer. Les rangs n'étaient pas grands. Alors, c'était des mini-églises, finalement, qu'ils faisaient. Okay. Et tu vois, celle-là est pour la Vierge Marie. OK. Elle est en l'honneur de la Vierge. Et il y a des gens qui mettent des dons. Il y a un endroit, les gens peuvent écrire une faveur obtenue ou une demande ou quelque chose. Puis, il y a beaucoup de touristes qui les visitent? Ah, les gens arrêtent, ça arrête partout. Les voitures au côté du chemin ici, ça rentre dans les entrées. Ça... Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de parking. Les mais... bicyclettes. Ah, là, oui, en bicycle, moi aussi. Tout le monde arrête voir les chapelles. C'est la plus vieille des deux. Oui, c'est ça, quelle année? Plus que l'autre. Là, on voit un beau petit livre, il y a des gens qui... Les gens laissent leurs affaires. Tu sais, des belles choses. Il y en a qui disent merci. Merci pour sa faveur obtenue. Faveur obtenue. OK, ça fait qu'on va demander de faire des beaux vidéos. Oh. Ouais. Le monsieur en face s'en est occupé pendant longtemps. OK. Puis là, il est décédé, puis sa fille a pris la relève. C'est une espèce de... On dirait que les gens du village ici, là, c'est leur chapelle. OK. Tu vois, l'autre chapelle, Muriel, qu'on vient de voir, et c'est elle qui elle reste en face, c'est elle qui s'occupe de sa chapelle. OK. Et Anne, qui est la fille de M. Raymond, s'occupe de celle-là. C'est eux autres qui louent, c'est eux autres qui la ferment le soir. OK. Ils ramassent, s'il y a des gens qui ont fait des dons pour la fabrique, ils les ramassent. Donc, les gens de l'île sont soucieux de leur patrimoine, quand même. Puis c'est pareil de l'autre côté. Tu sais, à Saint-Bernard, ben, eux, ils n'ont pas de chapelle de procession, mais leur église, ils s'en occupent. Puis, OK, c'est des passionnés. Même si on est de moins en moins pratiquants. Oui, effectivement. Mais quand même, nos bâtisses, on est fiers de les avoir, nos églises. Puis, oui, OK. on s'en occupe. Vous en occupez. Fait que là, on a fait un beau voyage, 3 petites vidéos sur les 3 chapelles. On a fait notre petite procession. Mais y a-tu des choses que tu peux dire au niveau... Tu m'as pas parlé qu'il y a déjà eu un gros incendie ici? Oui, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. OK, OK. Il a fallu qu'on en parle avec la première chapelle. C'était juste en face. C'est quoi l'histoire? Tu peux quand même nous donner l'histoire de cet incendie-là qui a eu lieu en quelle année? Qui a eu lieu, l'année exacte, je pense, c'est en 58. 58? Le feu de Saint-Louis. J'étais petite fille, j'avais 6-7 ans. OK. Puis c'était un gros feu, là. Ça a été plusieurs maisons. Puis les gens étaient mal pris, là. Et ils ont été logés chez de la parenté. Puis il n'y avait plus rien, là. Il n'y avait plus rien. Ils ont eu juste le temps de sortir. OK. Les maisons étaient en bois, puis ça a été un gros feu, là. Les maisons étaient proches. OK. Ça y ventait. Puis ça, OK. ça se passait d'une maison à l'autre. Puis... ça, c'est des... Penses-tu qu'on avait beaucoup de pompiers en 1958? Non, j'imagine que non. Puis ici, quand ils ventent, puis c'est encore les paroissiens, les gens partout qui arrivaient, puis avec des chaudières, puis qui essayaient de sauver au pire. On n'avait même pas de bonne fontaine, on n'avait rien. Oui. C'est qu'on a fait une belle visite. Je te remercie beaucoup, Hélène Bergeron. Il n'y a pas rien... Autrement dit, l'île aux Coudes, il n'y a pas rien que le météorite qui a eu un impact dans Charlevoix. Toi, par ton travail, par ta passion, toi aussi, tu as un impact. Toi aussi, tu es une passionnée. Puis je suis fier de te compter parmi mes amis. Je pense qu'il en faut des passionnés.
Il en faut des plus, des moyens, puis des moins. Puis tout ce monde-là ensemble, on s'organise, puis chacun donne ce qu'il peut. Mais la plus petite chose que quelqu'un donne, c'est aussi important que tout ce que je peux faire moi. C'est l'ensemble, c'est d'être ensemble qui fait que c'est solide. Et à l'île, on est un peu comme ça. Merci. C'est un plaisir.